le grand débat du jour. Ah oui. Ouais. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Moi, je suis allé voir ce qu'ont fait les Italiens. Ils ont mis en place ce statut du repenti. Ce qui nous manque, c'est des témoins. Ce qui est intéressant avec l'exemple italien, c'est que nous sommes sur un système juridique qui est assez proche du nôtre. On n'est pas sur un système anglo-saxon. Alors certains États, malheureusement, oui, sont déjà dépassés parce qu'ils se sont réveillés un peu tard. Je vous l'ai dit, nous avons 20 procédures. En Italie, on a 1000 affaires qui ont été réglées grâce au repenti. Et les témoins, soit ils viennent pas vers la justice parce qu'ils sont complices d'une certaine façon, soit ils ont la trouille. Et dans sa lutte contre la criminalité organisée, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a développé des premières mesures d'une réforme d'inspiration italienne qui permettra notamment aux trafiquants de drogue véritablement repentis d'obtenir une seconde chance grâce à un changement d'état civil totalement définitif, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que le gouvernement a les moyens de retourner des gens dans les filières de crime organisé? Est-ce qu'on peut vraiment les inciter à changer de camp, notamment quand on pense aux risques et à l'argent brassé? Est-ce que l'Italie doit servir de modèle dans sa lutte contre la mafia? Et à cette question, le gouvernement peut-il lutte contre le crime organisé? Faut-il une loi pour protéger les repentis? Vous dites non à 59%. Que vous ayez voté oui ou non, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Aucune repentance ne vous sera demandée. Et on accueille Yann Bastière qui est avec nous, délégué national à l'investigation pour le syndicat Police Unité. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est à vous. Philippe Bilger, alors c'est une loi qui existe déjà, mais visiblement qui a été, qui va être renforcée. C'est une bonne idée? Alors, premier point, je suis étonné à propos de ces nouvelles dispositions, comme de celles qui vont être proposées par cette lenteur. Je veux dire, si on est étonné de voir un pouvoir qui découvre sur le tard des évidences du réel qu'il aurait pu affronter plus tôt. Deuxième élément, qui serais-je en tant qu'ancien magistrat pour dire que je récuse quelque chose qui va, me semble-t-il, par rapport à l'exemple italien ou non, représenter un progrès. Ce serait absurde de le dénier. Troisième élément, le présent judiciaire français est tout à fait valable, mais je ne peux pas m'empêcher d'éprouver une nostalgie pour ces formidables magistrats italiens, et au fond, je me dis qu'il faudra aussi que nous ayons des magistrats de cette qualité pour que cette nouvelle loi donne des résultats efficaces. Françoise Degois. Oui, moi j'ai beaucoup travaillé évidemment sur toute cette question-là. Quand j'étais dans une autre radio, j'ai eu l'occasion évidemment de rencontrer la famille Falcone et de rencontrer les magistrats de Palerme qui continuent d'ailleurs de travailler dans les mêmes conditions. C'est formidable d'arriver à ce statut-là. Souvenez-vous, je rigolais tout à l'heure, mais Thomas Bouchetta, c'est lui. C'est parce qu'il a un statut de repenti, c'est parce que Falcone l'amène sur l'île d'Assinara, qui est un ancien pénitencier, où il l'interroge pendant des jours et des jours, et Bouchetta fait tomber toute la mafia, tout Cosa Nostra, il fait tomber Totorine, et parce qu'il a un statut, il part aux États-Unis, voilà. Donc moi je trouve qu'il faut regarder l'exemple italien. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent pas bien en Italie, mais ça les Italiens savent faire. Ils ont combattu, il n'y a pas que Bouchetta, parce que c'est lui évidemment la figure centrale, et Marco Bellocchio en a d'ailleurs fait un film exceptionnel qui s'appelle Le Traître, mais il faut bien regarder à quel point ce statut-là a permis au moins, en gros, à l'Italie de commencer à se débarrasser de la pieuvre. François de Rugy. Commencer simplement. J'avais envie de poser une question à Philippe Bilger, parce que j'ai l'impression que si on ne l'a pas fait en France, justement, avant, ou en tout cas il y avait un statut qui allait dans ce sens-là, mais qui a été très peu utilisé, est-ce que c'est pas parce que finalement la culture judiciaire française est de dire que quelqu'un qui a commis une infraction, même s'il collabore, doit être condamné, et que donc on ne peut pas rentrer dans cette logique de dire quelqu'un qui a été à un moment donné dans une organisation criminelle va pouvoir s'exonérer de tout ou partie de sa peine parce qu'il va collaborer, alors que l'approche pragmatique et efficace que moi je soutiens, c'est en effet de dire si des personnes collaborent, si des personnes donnent vraiment énormément d'informations qui permettent de faire tomber des organisations criminelles, elles doivent en contrepartie y trouver un bénéfice, et en termes de réduction de peine, et bien sûr en termes de protection personnelle, puisque sinon elles risquent évidemment leur vie. Je répondrai tout à l'heure. Nos auditeurs disent non, 59%. Mais pourquoi? C'est surprenant. C'est étonnant. J'ai une idée. Pourquoi non? On va poser la question à Yann Bastière. Il y avait une loi qui a 20 ans, qui n'a pas été beaucoup utilisée. Est-ce que cette nouvelle loi
pourrait donner plus de moyens pour, on va dire, notamment les cartels de la drogue, on en parle souvent à Marseille, pour les faire tomber plus facilement. Notamment, le recueil de la preuve aujourd'hui est de plus en plus compliqué. Je vais vous parler juste de quelque chose de simple, c'était les écoutes. Aujourd'hui, des écoutes pour les enquêteurs, c'est une plaie. Toutes les messageries cryptées, Telegram, WhatsApp, pour avoir des renseignements, rien que par des écoutes téléphoniques, j'en ai fait beaucoup dans ma carrière sur les trafics de stupes, c'était une mine d'or. Maintenant, par ces messageries de voix IP, on retient rien. Donc si maintenant, l'obtention de la preuve, on peut l'avoir par la dénonciation, par ce système dit de repenti, de collaborateurs de justice, c'est tout bénéfice pour les enquêteurs et pour avancer très positivement dans les enquêtes et notamment sur le crime organisé. J'ai l'impression, et là je réponds aussi à François, que il est bien d'installer ces dispositions, vous venez de le confirmer. Je ne pense pas qu'elles ont un grand succès en France, à tort ou à raison, mais pour répondre François, je crois qu'en réalité, la cause est moins celle que vous dites que l'espèce de souvenir de dénonciation, je dirais, dans les temps troublés. Je me demande si les Français n'ont pas une sainte horreur, à tort de mon point de vue, pour les dénonciations même les plus légitimes, parce que ça leur rappelle des temps où la dénonciation envoyait à la mort. Je ne veux pas cette analyse, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui mélangent justice et vengeance. Et je suis tout à fait sur... Il pose une question, mais en ayant presque une affirmation, François de Rugy, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui considèrent, c'est exactement comme l'excuse de minorité, ce mot excuse qui donne le sentiment qu'on excuse les choses. Je pense que les Français, il y a beaucoup de Français qui considèrent que la justice c'est la vengeance et que ce que dit François, c'est pour ça que nos auditeurs réagissent comme ça. Ils se disent on veut pas être trop cool avec des gens alors que de mon point de vue, je sais pas ce qu'en pense Yann, mais c'est la meilleure méthode possible, c'est d'amener à la dénonciation. Il faut très rapidement changer faut très rapidement changer de logiciel. Effectivement, ces vieux concepts qu'on a je rejoins François de Rugy là-dessus. Oui, remise de peine, mais tant mieux. Oui, vous collaborez à la justice. Philippe Bilger pourra en attester. On collabore avec la justice, donnant. C'est du win-win. Les enquêtes vont avancer et la justice pourra se prononcer plus vite et mieux. Comment vous protégez les indiques déjà? C'est ça. Là, vous parlez du programme de protection. Alors, on voit en Italie, on voit les US. Les indiques sont parfois un peu des repentis. Je rajoute une louche à la question de Cécile. C'est plus compliqué. Pour avoir géré quelques sources, ce qu'on appelle chez nous, des indiques, non. L'indique, il va balancer son concurrent, il va balancer celui qui a donné de la mauvaise cam, non, c'est pas toujours un repenti. Alors, un repenti, c'est quoi? Alors, si on pouvait définir pour vous un repenti, c'est un patron comme Bouchetta qui dit je balance tout? Déjà, rien que le terme. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous parle de collaborateur de justice. Je crois que c'est le terme exact que prend la loi actuelle. Repenti, on y met une part de morale. Sortons la morale de tous ces concepts-là. Vous voyez, je viens vous dire, le gars qui venait me balancer son concurrent en matière de stupes, la morale a été là. Le repenti, ou le collaborateur de justice, c'est celui qui va venir ou contraint, parce qu'il est peut-être déjà incarcéré, qu'il veut faire avancer des enquêtes, parce que, pour X raisons, Bouchetta, c'est parce qu'on a flagué toute sa famille. Sa famille avait totalement assassiné. Là, si on trouve, pour X raisons, faut peut-être le cadrer par la loi aussi, pour quelques raisons, s'il veut balancer, balancer des structures complètes, notamment sur du trafic de stupes. On parlait des narcotrafics, et je pense notamment à une ville au bord de la Méditerranée qui défraie la chronique depuis de trop nombreuses années, mais qui balance. Avec un cadre, mais là pour l'instant ce cadre, on a juste eu les annonces politiques Vous ne croyez pas que chez tout collaborateur de justice, il y a même sur le plus affamé de lucre, il y a un petit zeste de moralité qui apparaît? Là, vous me posez une question. Philippe Bilger qui parle de moralité, c'est surprenant. Franchement, pour un niveau bien en dessous du débat qui nous anime là, non. Non, mais moi, elle est vachement intéressante la question de Philippe Bilger, parce que ce soit pour Bouchetta qui est le plus célèbre, mais pour d'autres, on voit quand même la capacité de Falcone à créer un véritable lien humain, réel, parce que lui-même sort des bas quartiers de Palerme. Ça, vous l'avez déjà vécu, et comment vous il y a une forme d'amitié et presque de morale et de moralité qui se crée. Pas d'amitié, mais en tout cas quelque chose de fort. Fort, oui, parce que c'est de la gestion humaine, c'est de la gestion de sources, on peut parler du renseignement aussi, sur du terrorisme, sur tout un tas de choses, mais la gestion là sur du criminel, parce que c'est ça aussi qui, je pense, qui nous freine aussi en France, puisque en l'état actuel
actuelle de la loi, on ne peut pas avoir ce système de repenti dès lors qu'il y a un crime de sang, dès qu'il y a du sang sur les mains de la personne qui veut dénoncer les faits. Ce qui est le cas en Italie. Bien sûr. Très très longtemps. Bien et je sûr, crois bien que sûr. le texte, le diable se cache dans les détails, et je crois que le texte va le prévoir, c'est moins ce qu'a annoncé Éric Dupond-Moretti. Donc, parce que vous pouvez offrir quoi aujourd'hui à un repenti? Vous pouvez, si quelqu'un vient vous voir, genre je suis la reine de la drogue à Marseille, j'en ai marre. Remise de peine aujourd'hui, c'est ce que je dis, est-ce que je viens te voir, je dis voilà, moi je te balance tout, mais donne-moi une nouvelle vie. Est-ce que vous pouvez le faire déjà aujourd'hui? Alors la première chose, je vais me tourner vers mon voisin de droite. J'en informe immédiatement l'autorité judiciaire. Non mais d'accord. Parce que ça, c'est là que ça va se passer. Qu'est-ce que vous pouvez me donner? Là aujourd'hui, on n'a pas de changement d'état civil. C'est pas ce que prévoit la loi. La prochaine loi le prévoit. On est passé avec les US Marshall ou en Italie. On a plus de il n'y a pas ce programme de protection complète. Aujourd'hui, il n'est pas là, et c'est peut-être l'avancée qui était nécessaire. Voilà. Moi, j'y crois pas. C'est pour ça que je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux. Le zéro risque, voilà, je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est compliqué. 0826 300 300. Et notre auditeur du jour, Christophe de Paris. Alors Christophe, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je suis pas un spécialiste de crime organisé. Je suis pas un spécialiste non plus de l'absolution. J'aurais eu tendance à dire, comme la majorité des auditeurs, 59% si je ne me trompe, c'est ça, que non, c'était pas une bonne solution. Mais à vous écouter tous, et à commencer par Philippe Bégère qui a très très bien développé, Françoise également, même si je suis pas toujours d'accord avec elle. Donc, honnêtement, il faut étudier la situation. Voilà. Il faut pas rester sur nos vieux acquis, nos vieilles histoires, etc. Par contre, il y a un mot que j'ai beaucoup aimé. Je pense que le crime de sang, il faut quand même faire attention. Quand il y a un crime de sang, là, une atténuation de la peine, pourquoi pas, mais la peine, elle doit quand même exister à un moment ou à un autre. Voilà. Je suis très partagé. J'aurais eu tendance à dire oui, il faut faire sa peine, etc., etc. Mais voilà, les crimes de drogue sont légion. Il va bien falloir trouver une solution à un moment ou à un autre. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres avant. Christophe, il a raison, parce qu'un terroriste qui balance un autre terroriste, ça reste un terroriste. Enfin, c'est autre chose. Bah si, mais on parle pas de là, on n'est pas sur. Non mais ça peut aller plus loin, Françoise. Ah oui, non mais vous avez 100% raison, parce que ça c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on peut mais ça arrive aux États-Unis, peut-être sujet moral, mais vous avez bien sûr des gens de réseaux terroristes qui balancent et qui changent de vie, qui sont absolus. Moi, je suis pour l'absolution, y compris pour les crimes de sang, parce que mon sentiment, c'est que c'est ça qui ramène, comment dirais-je, et qui libère la parole. Mettez-vous à la place d'un bandit que nous ne sommes pas autour de cette table. Tout me pèse parce que la vie, tout tourne mal. J'ai envie de balancer. J'ai quand même fait buter moi-même ou pas directement des gens. Ce qui m'arrête, c'est que je vais pas changer de vie. Donc non, moi je crois que il faut aller jusqu'au bout, comme en Italie et comme aux États-Unis, et sortir même les crimes de sang. C'est pas un problème. Est-ce que, pardon, je voulais poser une question. Et pour protéger certains, il y a des gens qui sont, on le voit dans le crime organisé, des gens leur fait faire des choses. On a des vidéos sur eux, du coup ils vendent de la drogue, on les oblige un petit peu. Est-ce que c'est aussi un moyen de les sortir de ce milieu et de les sauver? Parce que certains, et on voit avec des gamins, des chouves qui deviennent au fur et à mesure des grands bandits. Est-ce que c'est une façon aussi de pouvoir les sortir de ce... Non, je pense que cette loi s'annonce essentiellement sur le haut du spectre de la délinquance. C'est-à-dire les chefs de réseau. Les chefs de réseau, ou juste un petit peu en dessous. Pour partir vers le bas, il va falloir partir sur d'autres choses, sur de l'éducatif. On parle des mineurs, on parle de choses. Mais non, la loi va s'appliquer vraiment sur. Vous êtes d'accord sur les crimes de sang qu'on englobe et qu'on fasse aucune exclusive comme en Italie? C'est peut-être pour ça qu'on a été frileux. Philippe Bégère le disait, on a été frileux pour des raisons de morale depuis très très longtemps. On est en retard sur l'Espagne qui a connu le terrorisme basque. On est en retard sur l'Italie. Les années de plomb. Les années de plomb, exactement, avec la mafia. Mais là, on commence un petit peu à avoir un petit peu peur peut-être avec ce qui est en train de se passer, les narco-États qui se développent aux Pays-Bas ou en Belgique. Et Yann Bastière, le garde des Sceaux prend pour modèle l'Italie, mais est-ce qu'on peut comparer les cartels de la drogue en France, notamment à Marseille, on en parlait, et les clans mafieux, que ce soit la 'Ndrangheta, Cosa Nostra, etc. en Italie, qui est une criminalité qui existe depuis des décennies et des décennies, alors que les gros trafics de drogue à Marseille, ça fait 20-30 ans que ça existe. Ah non, ça fait plus longtemps que ça. Il va pas faire French Connection, mais on tirait pas la Kalachnikov dans les rues de Marseille tout le monde se butait. Il y a même un juge qui a été buté à cause de ça. Un juge, oui. Mais il n'y avait pas 50 morts par an. Non, parce qu'à cette époque-là, ils savaient viser.
D'accord. Voilà. Non, je rigole. Là, oui, mais c'est à peu près ça. Oui, je crois qu'il faut vraiment y aller et pas attendre des décennies. Faut pas attendre qu'on en soit où en était l'Italie. Non, il faut se réveiller très très vite. Moi, je vous dis que Marseille, pour échanger souvent avec des enquêteurs, notamment avec la brigade criminelle à Marseille, il faut se réveiller très 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 vite. Ils sont demandeurs, vos enquêteurs de terrain, parce qu'on est tous passionnés avec cette histoire. Ils sont demandeurs, vos enquêteurs de terrain, de cette loi dont on virerait aussi, il n'y aurait pas les crimes. Ils sont demandeurs d'une loi aussi large. C'est assez nouveau. Donc là, pour l'instant, c'est une surprise, mais pas loin. Mais trouver des solutions pour enrayer cette guerre de gangs, parce qu'on est sur des gangs là, avec la DZ Mafia. On est sur des gangs. Est-ce qu'on va sur une américanisation ça flingue des gamins en pleine rue. Est-ce que vous avez échangé avec vos collègues américains, italiens, par exemple? Parce que il y a beaucoup. Non, mais est-ce qu'il y a ces échanges-là qui se font? Chacun va voir comment l'autre bosse ou pas? Bien là, on va peut-être y être contraint. Plutôt voir avec nos collègues italiens, voir parce qu'on a un modèle judiciaire assez proche avec les Américains, absolument pas. Et je crois que sur le modèle américain, il y a des failles beaucoup plus importantes parce que c'est sur une affaire. Le repenti pour les Américains, si je me suis un peu documenté, c'est sur une affaire. Je balance que sur une affaire. Je peux recommencer à traiter avec les gens d'à côté. Donc, inspirons-nous plutôt de nos collègues italiens. Quel pourrait être, à votre avis, le gain des plus gros trafiquants en acceptant ce statut? Qu'est-ce qu'ils pourraient espérer, principalement? C'est très compliqué parce que, à ce qu'on en dit, et puis de toute façon c'est très documenté, c'est que les enjeux financiers aujourd'hui sur le territoire national sur les trafics de stupes sont énormes. On commence à parler de corruption ou de basse intensité même pour des policiers, on parle pour des magistrats, on l'évoque le pouvoir politique, totalement, la pénitentiaire également pour laisser rentrer ou des stupes ou des téléphones, on sait qu'on est là. Donc les enjeux financiers sont tellement importants, je ne sais pas ce qui pourrait motiver un trafiquant de haut vol de balancer. Il faut peut-être... faudrait des sucettes phénoménales. Ou traiter le stup en matière criminelle, ce qui se fait encore un peu trop peu en France. Allez, Yann Bastière, vous allez rester avec nous. On va vous garder 5 minutes pour le qui c'est qui l'a dit. Yann Bastière, délégué national à l'investigation pour le syndicat Police Unité. Bah oui, non seulement vous jouez, mais vous gagnez, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Mais je crois que c'était Philippe Bilger qui devait gagner. Vous allez même pouvoir le coffrer. Normalement, c'est Christophe, notre auditeur. On en parle dans un instant. À tout de suite. Très fort. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.